Azeroth, un monde de mythes et de légendes forgé par moult générations de héros et de menaces mortelles. En cette sombre année de 43 après l'ouverture de la Porte des Ténèbres, ou 636, selon l'antique calendrier du roi, dans la pénombre de minuit, voici le monde d'Azeroth. Il porte encore les cicatrices des épreuves passées, les marques du cataclysme de l'an 28, la dislocation de la guerre des anciens, la réémergence de terres oubliées ont laissé leur empreinte et donné fort à faire aux géographes azérothéens. Alors que d'anciennes menaces resserrent leur étreinte sur ce monde, prenons quelques minutes pour en retracer les contours et en explorer les cartes. Le monde que nous connaissons sous le nom d'Azeroth est divisé en 4 continents majeurs. Kalimdor, à l'ouest. Les royaumes de l'Est, vers le Levant. Le Northandre, dans les mers gelées du Grand Nord. Et la Pandarie, aux confins brumeux du Grand Sud. En plus de cela, une multitude d'îles éparpillées sur les flots agités de la Grande Mer. Avant de nous enfoncer dans le détail de chacune de ces régions, prenons quelques instants pour contempler Azeroth dans son ensemble. Cette carte-ci donne à voir le relief escarpé de ce monde fracturé. Les terres émergées sont dominées par des montagnes accidentées. Le relief est presque omniprésent en Azeroth. Et pour cause, il y a 10 000 ans, chacune de ces terres était reliée entre elles sur un gigantesque continent uni. La catastrophe qui mit un terme à cette époque ne se contenta pas de disloquer les masses continentales. Une grande partie de ce qui était jadis émergé disparut sous les flots en furie. N'en reste plus que les sommets émergés des antiques chaînes de montagnes, les plaines à jamais englouties sous les vagues salées. Zandalar en est le meilleur exemple. Les érudits savent que l'île n'est qu'un humble morceau d'un massif autrefois bien plus étendu, les montagnes sacrées de Zandalar. De même, les flots du détroit qui la séparent de la Pandarie recouvrent comme un linceul liquide de vastes plaines fertiles, sujettes autrefois à bien des disputes entre les peuples de la région. Ces masses montagneuses, omniprésentes, firent souvent office de frontières et de remparts. C'est ainsi que de hautes cimes protègent le royaume de Hurlevent, au nord comme au sud. Ce sont des crêtes qui font la limite entre les savanes adustes des Tarides et les forêts luxuriantes d'Orneval. Ce sont encore les montagnes qui séparent les bosquets enchantés de Keltalas et les bois grisonnants de Lordaeron. Azeroth, c'est aussi un monde sauvage. Les plaines cultivées et les grandes cités sont bien plus rares que les forêts obscures et les déserts mortels. Des monstres avides de sang font la loi sur des vastes étendues que la civilisation ne parvient à dominer. Les rivages sont infestés de murlocs, des gnolls sèment la terreur dans la pénombre des forêts, les kobolds grouillent au fond des mines et les trogs hantent les montagnes. Et bien sûr, il faut ajouter pêle-mêle toute une cohorte de morts-vivants, de furbolgs corrompus, de harpies affamées, de dragons errants, de tribus trolls sauvages et de la foule d'autres créatures hostiles qui menacent les voyageurs partout en Azeroth. En direction du couchant, le mythique continent de Kalimdor. C'est une vaste terre sacrée qui porte en héritage le nom de l'antique continent qui, il y a 10 000 ans de cela, unissait toutes les terres de notre carte. Le nord du continent est recouvert d'épaisses forêts nimbées de brume comme de mystère. C'est là le domaine des énigmatiques elfes de la nuit. Ce peuple millénaire et indépendant protège farouchement ses bosquets sacrés. Le mont Ijal est le centre de leur civilisation. Cette haute montagne au cœur des bois abrite sur ses flancs de nombreux sanctuaires depuis lesquels les druides communient avec le rêve d'émeraude. En son sommet trône un arbre gigantesque, l'arbre-monde de Nordrassil. Longtemps, cet arbre conféra l'immortalité aux elfes de la nuit. Au terme de la Troisième Guerre, l'arbre fut consumé pour triompher de l'invasion de la Légion Ardente. Avec sa perte, les elfes découvrirent la mortalité et ses joies. Mais depuis, l'arbre reprend racine, et lentement reconquiert les cieux. Tout autour des monts, la vaste forêt d'Orneval se régénère elle aussi, encore marquée par le stigmate des guerres passées. Souillée par la magie démoniaque de la Légion Ardente, dévorée par la faim conquérante des orques, mise à feu sous les assauts de la reine Banshee, la forêt retrouve un peu d'un repos bien mérité. Au creux des monts, la belle vallée de reflets de lune abrite le plus sacré des sanctuaires druidiques de la forêt d'Orneval. C'est ici que ces gardiens de la nature se rassemblent pour protéger l'harmonie. En la partie la plus orientale d'Orneval, la cupidité des gobelins défigure les bois connus sous le nom d'Ashara. Leurs machines se repaissent des ruines millénaires de l'empire Caldoreil. Les colonnes diaphanes des temps anciens sont remplacées par de sinistres carcasses d'acier fumantes et grondantes. En direction du couchant cette fois, au large des forêts crépusculaires de Sombrivage, la carcasse du jeune arbre-monde de Teldrassil fume encore tristement. Le foyer que les elfes de la nuit s'étaient efforcés de rebâtir gît, le douloureux souvenir d'un massacre, lorsque la reine Banshee ordonna la destruction par le feu du nouveau cœur de leur civilisation. À l'ouest enfin, au large des côtes, les îles des Brumes abritent l'ultime foyer des exilés de Rhenei. Voici 18 ans que ces êtres venus du cosmos se sont écrasés sur cet archipel isolé. Depuis, ils s'efforcent de se faire une place sur ce monde tourmenté. Plus au sud, les vastes forêts laissent peu à peu place aux plaines arides des Tarides.
C'est là le domaine ancestral des taurennes, et de leurs ennemis mortels, les centaures. Voici des millénaires que ces deux peuples nomadisent entre steppes et prairies. Aidés par un peuple venu de l'autre côté de la mer, les orques, les taurennes ont triomphé des centaures et ont élu domicile au sommet des pitons du tonnerre, en plein cœur du continent. Ils prospèrent désormais en Mulgore, là où les prairies abondent d'herbes grasses et où pèsent des vastes troupeaux de codots. De l'autre côté des montagnes, sur les terres du Désolas, les centaures peinent à se remettre de leur défaite. Ce peuple batailleur n'a de cesse de livrer bataille et ne vit que par le sang versé. S'il constitue encore une menace sur laquelle il convient de garder un œil, voici bien longtemps que leurs assauts meurtriers n'ont pas dépassé la vallée des Mille Pointes. Les orques, eux, ont établi leur foyer sur les rudes plaines désertiques de la côte orientale. Cette région de Durotar fut baptisée du nom du père de Thrall, le fondateur de la nouvelle horde. C'est une terre âpre, à l'image de ses habitants. Fondée en l'an 23, il y a seulement 19 ans de cela, la cité d'Orgrimmar parvint à faire de cette contrée hostile le foyer d'une puissance à même de rivaliser avec les plus grands de ce monde. Au nord-ouest, à la frontière des vastes vallées d'Orneval, les monts escarpés des serres rocheuses furent le théâtre de bien des batailles entre la Horde et l'Alliance. Au sud-est, parmi les marais obscurs et infects d'âprefanges, la fière cité de Terramor fut longtemps un rare flambeau de l'humanité de ce côté du monde, avant que la guerre ne la réduise en un triste cratère enfumé. Notre voyage se poursuit vers le sud de Kalimdor. Si le continent est connu comme une terre sauvage et indomptable, ses confins méridionaux le sont plus encore. Entre déserts stériles et jungles bestiales, il n'est aucun endroit propice à l'émergence de la civilisation. Les déserts, tout d'abord, occupent la majeure partie du sud du continent. Les dunes brûlantes de Tanaris et d'Uldum dissimulent les vestiges d'antiques empires, d'une époque oubliée lors de laquelle ce pays regorgeait de forêts luxuriantes. Désormais, l'on se bat pour les quelques oasis. L'eau y a autant de valeur que les artefacts endormis sous les sables mortels. À l'ouest, les étendues rocailleuses de Silitus sont encore hantées par les armées des dieux très anciens. En dépit de son trépas, on dit que le sinistre murmure de Ktun résonne encore en les ruines d'Ankiraj. Au cœur du désert, le cratère d'Ungoro est un havre de vie foisonnant. Une jungle sauvage habitée par de monstrueuses créatures, toutes de griffes et de crocs. Plus au nord, les épaisses forêts de Feralas abritent les vestiges de la cité elfique d'Eldre-Talas, désormais libérés des ogres qui infestaient leur royaume et intégrés à la grande nation des elfes de la nuit. Les chaînes d'Ralar tentent de se reconstruire en tant que peuple. L'énigmatique continent de Kalimdor déploie un éventail de contrées sauvages nimbées de mystères. Les ruines de nombreuses civilisations émergent tant des dunes stériles que des vastes forêts sacrées. Il y a, à n'en pas douter, encore de nombreux secrets qui dorment dans les profondeurs de ce continent. Voici les royaumes de l'Est. Ils portent fort bien leur nom. Chaque région que nous allons visiter, ou presque, porte le nom du royaume qui y est ou qui y fut le plus influent. Ce continent oriental est le foyer de nobles races. Les royaumes humains, nains, gnomes et hauts-elfes y régnaient en maître jusqu'à ce que les soubresauts des trois grandes guerres ne remettent en question cet équilibre séculaire. Explorons ensemble. L'extrémité méridionale du continent fut longtemps connue sous le nom d'Azeroth. C'est là une chose curieuse, sur laquelle nous devrions peut-être nous arrêter un instant. Azeroth désigne désormais plus couramment le monde, ou l'âme qui sommeille en son cœur. Mais avant que la première guerre ne le balait dans les flammes, le royaume dirigé par la cité de Hurlevent était connu sous le nom d'Azeroth. En tant que puissance maîtresse en ces contrées australes, il donna son nom à cette partie du monde. Ainsi, lorsque les orques débouchèrent par la porte des ténèbres, ils trouvèrent face à eux une contrée connue sous ce seul nom. Et à ce moment crucial, où, par la rencontre de deux mondes, il fallait bien donner un nom à celui-ci, eh bien, ce nom prit celui où la rencontre s'était produite. Il s'imposa tout naturellement. Comme nous l'avons précisé plus tôt, le royaume de Hurlevent trône sur ce pays. Il règne sur des forêts tranquilles et de fertiles prairies. À l'est, depuis les invasions de la Première Guerre, les marais putrides et les landes désertiques lui sont contestées. Celle-ci, d'ailleurs, fragment de désert stérile au milieu des terres luxuriantes, marque le continent d'une cicatrice profonde. C'est en ce lieu précis que les hordes démoniaques débutèrent leur conquête du monde. Au milieu des montagnes qui hérissent le centre de la région, la haute tour de Karazhan lèche un ciel terne. Cette tour abrita jadis le sorcier Medivh. Mage au service de Hurlevent, l'esprit rongé par un mal ancien, il rompit ses allégeances et ouvrit la porte aux légions des ténèbres. Depuis, une obscure malédiction entoure l'édifice et se répand insidieusement jusque dans les forêts voisines. Tout au sud, les jungles sauvages de Strangalron s'échappent à la domination de Hurlevent. Antique foyer de l'empire troll Gurubashi, les clans divisés de la jungle s'y livrent une lutte millénaire. Bien que divisés,
Il représente encore une menace certaine pour quelques expéditions humaines qui osent s'y aventurer. De hautes montagnes s'élèvent au nord du royaume d'Azeroth. C'est le massif de Khaz-Modan, la montagne du dieu Khaz. C'est là le foyer de la civilisation naine, depuis que cette race quitta les cryptes ensevelies d'Uldaman. Au sud de ces montagnes, le massif des Carmines englobe un vaste domaine, du comté éponyme sur laquelle flotte la bannière de Hurlevent, jusqu'aux confins arides des terres ingrates. Cette région fut autrefois le royaume des nains sombrefer. Il en fut ainsi jusqu'à ce que, en proie au désespoir, ces nains fassent appel au seigneur des flammes Ragnaros. Le souverain élémentaire du feu surgit dans un torrent de magma et engendra le mont Roche-Noire, un titanesque volcan dont la cime effilée perce les cieux. Des siècles après son apparition, le mont vomit encore des tourbillons de fumée et des gerbes de lave ardente. Le cœur des Carmines fut dévoré par les flammes et la cendre. Il n'en reste plus que les vestiges de la civilisation sombrefer. À l'ouest, les blanches montagnes de Dun-Morog couronnent le massif de Khaz-Modan. Ces monts enneigés sont le foyer des nains barbes de bronze. Leur superbe capitale, Forgefer, sculptée à même la chair de la montagne, couronne la région. Plus à l'ouest, la cité de Gnomeragan, joyau de la race gnome, gît encore, empoisonnée par des flux toxiques. Le reste du massif se compose de forêts giboyeuses et paisibles. Le loch Modan et les marais des Palins complètent le royaume de Forgefer, tandis que les hautes terres orientales, elles, sont le domaine du clan sauvage Marteau Hardy, bien que disputé par le clan orc des Gueules de Dragon, non moins sauvage d'ailleurs. Franchissons le viaduc de Tandol pour toucher la région de Lordaeron. Si Khaz-Modan était le creuset de la civilisation naine, cette région septentrionale est celui de l'humanité. C'est sur ces terres qu'émergèrent 6 des 7 royaumes humains. D'abord, juste au nord du détroit, les hautes terres d'Arathi portent comme un étendard le nom du tout premier empire des humains. La cité dévastée de Stromgarde veille pieusement sur l'héritage millénaire d'Arathor. À l'ouest, niché à l'extrémité de sa péninsule, le royaume de Gilneas reprend peu à peu de sa contenance, renaissant de ses cendres au terme d'une longue période de ténèbres. Les montagnes d'Alterac, elles, portent le nom du royaume Félon qui, lors de la Seconde Guerre, trahit ses alliés pour brandir la bannière de la Horde. Condamné à la fin du conflit, le royaume disparut et sombra dans le chaos. Un chaos dont elle ne semble toujours pas ressortie, malgré les 36 années qui se sont écoulées depuis sa déchéance. Un royaume a subi un sort plus terrible encore, car il n'en reste aujourd'hui qu'un cratère béant. À l'ouest des montagnes, sur les berges du lac Lordamer, la cité des mages de Dalaran subit les foudres de la Légion Ardente. L'orgueilleuse cité, qui se croyait au-dessus des turpitudes de ce monde, connut une destinée tragique, rasée par les démons et les morts-vivants de la Légion, avant de sombrer, une fois encore, bien plus récemment. Plus vaste et plus puissant que tous ces royaumes réunis, Lordaeron régnait en maître sur cette région du monde. Géant démographique et économique, elle régnait sur les immenses forêts du continent. Sa démesure et sa toute-puissance ne la sauvèrent pas de sa triste destinée. Lors de la Troisième Guerre, la funeste peste répandue par le culte des damnés répandit la mort et pire, la non-mort, sur les terres du royaume. Lordaeron n'est désormais plus que l'ombre défunte de ce qu'elle était autrefois. La forêt elle-même, flétrie par le chancre, gît, tordue de douleur, couvrant de son ombre ce qui n'est plus qu'un gigantesque cimetière. Au large occidental de la baie de Baradin, l'archipel de Kultiras abrite le royaume humain éponyme. Cette fière nation de marins parvint à se tenir à l'écart de la peste maudite. Longtemps, elle préféra rester isolée du continent, le plus loin possible de ce qui, de leur regard, était la cause de tous leurs tourments. Comment leur donner tort ? Isolés, ils prospérèrent, mais ce ne fut qu'un prompt répit, car bien qu'abrités des nuisances d'au-delà de leur rivage, ils se déchirèrent entre maisons nobles. Après 25 années d'isolement, cette nation maritime consentit enfin à réintégrer l'Alliance dans sa lutte acharnée contre la horde de Sylvanas. En pleine 4e guerre. Cet archipel stratégique est un atout de poids entre les mains des seigneurs de Hurlevent. Et puis, loin du tumulte des nations humaines, enfermés entre de hautes montagnes qui font office de remparts, les Hinterlands sont un foyer pour les trolls des forêts et les nains Marteau Hardy. Ces profondes forêts de pins abritent les ruines de fabuleuses cités-temples jadis construites à l'apogée de l'empire troll Amani. Loin de leur grandeur, les clans trolls des forêts s'opposent farouchement aux incursions étrangères sur leurs terres. L'Empire Amani n'a pourtant pas rendu son dernier souffle. Au nord, il lutte pour préserver le cœur de sa civilisation. Face à ces cohortes brutales se dressent les flèches délicates de l'un des royaumes les plus nobles d'Azeroth. La péninsule de Keltalas complète le continent des royaumes de l'Est. Elle porte le nom du fier royaume des hauts elfes, devenus depuis les elfes de sang. Leur cité magique et féerique, reconstruite après avoir été balayée par le fléau mort-vivant, s'élève au-dessus de forêts enchantées. Hélas, il semble que de nouveaux nuages s'amoncellent au-dessus d'un royaume qui a déjà subi la pire des tragédies.
Ce ne sont plus ni les démons, ni les morts-vivants qui s'amoncellent à leur porte, mais les forces ténébreuses du vide menées par Xal'atath. À l'heure de minuit, les abominations et monstruosités nimbées de ténèbres déferlent sur le royaume enchanté. Sur l'île de Keldanas, le puits de soleil, cœur de la civilisation Oelfe et fontaine d'énergie sacrée, est la proie de l'hoste du vide. Peut-être que la renaissance du royaume n'était qu'une éphémère parenthèse précédant une destruction finale. Ce royaume connaît encore d'autres ennemis. Les elfes édifièrent leur foyer sur le domaine des trolls Amani. Ces derniers, rejetés vers l'est, fourbissent leurs armes et ne manquèrent jamais une occasion de verser le sang de ces prétentieux envahisseurs. Qui sait si, à l'instant où les ténèbres déferlent, les trolls des forêts ne viendront pas reprendre la terre de leurs ancêtres. Le continent des royaumes de l'Est, composé de forêts luxuriantes et de plaines fertiles, aurait pu être une terre de prospérité. Les humains, les nains et les elfes y vécurent longtemps dans la concorde. Hélas, alors que l'avenir semblait radieux, la tragédie n'eut de cesse de s'acharner contre les nations du continent. 4 grandes guerres irriguèrent les champs de sang et de chair. Lordaeron et Keltalas furent balayés par la horde de la Deuxième Guerre, puis achevés par le fléau et les démons de la Troisième, ne laissant que mort et désolation sur ces terres jadis verdoyantes et illuminées de soleil. Des carcasses sans vie errent dans les ruines de leurs anciennes existences. Khazmodan n'échappa guère au déferlement de la horde, et les orques brutaux détruisirent les Stenen et assiégèrent les citadelles de Forgefer et de Gnomeregan. Les sombres fers inondèrent de feu leur propre pays, condamnés à servir le tyrannique seigneur des flammes, Ragnaros. La horde encore, la première cette fois, mit à feu le royaume de Hurlevent. La capitale fut livrée à l'appétit des flammes, et ses habitants furent contraints à l'exil, ceux qui avaient eu la chance de survivre tout du moins. Bien que près d'un demi-siècle se soit écoulé depuis, les cadavres putréfiés des victimes innocentes dorment sans repos sous les forêts et sous les champs. La porte des ténèbres et les terres qui l'entourent ne sont plus que terre morte, ignoble flétrissure où nulle vie ne peut reprendre racine. Il est grand temps de quitter les rivages des royaumes de l'Est pour s'embarquer loin, loin vers les mers boréales et le continent gelé de Northrend. Suivons la piste du prince Arthas vers ce qu'il surnomma le toit du monde. Lorsque l'on parle de tragédie, il est impossible de ne pas évoquer ce vaste continent des confins du Nord. C'est une terre froide et rigoureuse, le domaine des brutaux guerriers vricules, des géants ancêtres de l'humanité. C'est surtout le royaume de la mort elle-même, qui vous guette dès l'instant que vous posez vos bottes sur les grèves sinistres de Northrend. L'est du continent est recouvert d'une vaste forêt de pins, à cheval entre les plateaux accidentés du fjord hurlant et les vallées sauvages des Grisonnes. Tout à l'ouest, au creux d'un cratère, une jungle profonde défie le climat septentrional du continent. Là, dans une atmosphère moite et brumeuse, s'épanouit une forêt luxuriante. À l'instar du cratère d'Ungoro que nous avons abordé plus tôt, ce bassin de Cholazar est un creuset de vie, enchanté par de vieilles divinités. Au centre du Norfandre, au creux d'une étroite vallée, la forêt champ de cristal apparaît comme une vision enchanteresse. Cette sylve figée dans le temps est l'écho d'une tragédie ancienne et oubliée, dont il ne reste plus que ruines endormies de forêts et de l'empire Caldereil. Tout le reste du continent n'est composé que de steppes stériles, de toundras gelées et de cimes écrasantes. Au sud, la toundra boréenne et la désolation du dragon sont de vastes plaines et collines terrassées par les vents de givre. Au nord, la couronne de glace, entourée de hautes montagnes, est encore la capitale de la mort elle-même. Abandonnée par ses maîtres, la citadelle de la couronne de glace s'élève encore au-dessus d'un champ de squelettes et de corps flétris. Errent ici quelques légions de morts relevés, sans but, livrés à eux-mêmes dans le blizzard. Plus à l'est, les hautes cimes foudroyées surplombent le continent gelé. Ces gigantesques montagnes abritent les vestiges d'un antique complexe des titans, Ulduar. Les mécanismes anciens des façonneurs de mondes tournent encore pour assurer le devenir d'Azeroth, même si leurs gardiens, l'esprit emporté dans la folie, durent être détruits pour empêcher l'avènement de ténèbres. Au pied des montagnes, les décombres de Zuldrak évoquent la triste destinée des trolls de Givre Dracari. Cette civilisation, autrefois brillante et prospère, fut dévorée par la non-mort. Son seul malheur fut celui d'avoir partagé le même continent que le fléau mort-vivant. Si proche du trône de glace, l'Empire Troll fut submergé sous le nombre des guerriers du fléau, et malgré une lutte qui les mena à sacrifier leur propre divinité, tous disparurent tragiquement. Et si elles ne peuvent apparaître sur aucune carte, les profondeurs du continent gelé sont tout autant habitées que sa surface, c'est-à-dire assez peu finalement. Le royaume nérubien d'Azjol-Nérub court sous la terre. Des lieux et des lieux de galeries entremêlés, grouillant d'insectes gigantesques au service des puissances malfaisantes d'Azeroth. Voici le Norfandre, une terre inhospitalière, longtemps restée à l'écart des civilisations, terre des trolls Dracari, des nains de glace, des Roharts et des Vricules, royaume des Nérubiens, autant de races restées à l'écart de la grande histoire d'Azeroth, jusqu'à ce que la mort elle-même ne vienne élire domicile sur ces froides contrées. Le fléau mort-vivant inonda le continent, et en fit un gigantesque sépulcre destiné à nourrir ses lugubres légions. Unis face à la menace,
les armées mortelles firent front et parvinrent à abattre le seigneur de la mort, le roi Lich. Mais on ne triomphe pas si facilement de la mort elle-même. Aussitôt l'ennemi de toute vie vaincu, l'Alliance et la Horde délaissèrent ces rivages glacés, et le Northrend sombra dans un silence de cimetière. Las des vents froids du Grand Nord? Quittons donc ces landes flétries pour des terres ensoleillées, bien loin au sud. Voici donc la Pandarie. Il y a 12 ans que les brumes se sont levées et que le continent méridional s'est révélé à nous. Les explorateurs de l'Alliance et de la Horde y ont découvert bien plus qu'une terre. Des peuples chimériques, une philosophie paisible et harmonieuse aux antipodes de leur tempérament de feu. La Pandarie, c'est un continent de contrastes. Mais s'il est une chose qui rassemble chacun des peuples, c'est la nécessité de contenir et de contrôler ses émotions. Il y a bien des éons de cela, lorsque les titans arrachèrent le dieu très ancien Yarsage à la terre, son dernier souffle maudit la terre de Pandarie. Des émanations du dieu noir rampent sous la terre. Lorsque les habitants de cette contrée se laissent dominer par leurs passions tourmentées, elles prennent forme sous l'aspect de créatures effroyables, les chats. Le doute, la peur, la colère ou l'orgueil sont autant de péchés capitaux en ce pays où ils prennent visage. Fort heureusement, 4 dieux sauvages, les astres vénérables, veillent sur l'harmonie de la Pandarie. À leur côté, les Pandashan, Lotus doré et les chevaucheurs de dragons font front commun pour protéger la Pandarie. La Pandarie, c'est la terre des Pandaren, mais pas uniquement. À leur côté, les sages Jinyu, les facétieux Ozen, les brutaux Yongol, les cruels Sorok ou les sinistres Mantides. Pire, les redoutables Mogu, pourtant défaits il y a 12 000 ans de cela, surgissent encore ça et là pour semer la destruction et la mort en Pandarie. Au levant du continent, la forêt de jade scintille dans le brouillard, à l'ombre des hautes flèches de granit. C'est là que s'élève le temple du dieu Yulong, le serpent nuage. C'est aussi au pied des pitons majestueux que les chevaucheurs de serpents se font la course dans les cieux, au-dessus des bambouseraies et des vergers fleuris. La forêt de jade est la région la plus tranquille du continent, sauf peut-être lorsque les flottes étrangères s'échouent sur ses rivages. Tout près, les collines fertiles de la vallée des Quatre Vents font la prospérité des Pandaren. Alimentée par les eaux sacrées du Val de l'Éternel Printemps, cette terre engendre des fruits et des légumes d'une taille incomparable à ceux qui poussent partout ailleurs en Azeroth. Si les Pandaren confèrent tant d'importance à la pitance et au festin, c'est probablement grâce à la prodigue fertilité de la vallée des Quatre Vents. Au sud de la douce vallée, les jungles moites et profondes de Grazarang renferment de dangereuses créatures. Les Pandaren, plus à l'aise dans les vallées ensoleillées que dans l'obscurité insondable de la jungle, ne s'y aventurent que rarement. C'est toutefois ici que réside Shiji, la grue rouge. Son temple se dresse entre mer et marécage, en plein centre de la région côtière. 1000 légendes circulent à propos de ce que cachent les épaisses frondaisons de Krasarang, et le mythe des bassins de l'éternelle jeunesse ont fait tourner la tête de bien des aventuriers. Traversons donc la Pandarie, escaladons l'escalier dérobé, et partons à l'assaut des majestueuses cimes du Kunlai. Sommet du continent, le massif de Kunlai perce la voûte céleste au nord de la Pandarie. Ces montagnes blanchies par la neige éternelle dominent un paysage de steppe. Les hauts plateaux sont le lieu d'une lutte acharnée opposant les paysans pandaren aux hordes Yongol qui déferlent depuis l'ouest. Sur les versants nord, la rive verdoyante de la province de Zushin fait face à la Grande Mer. Les aventuriers racontent que ces hautes cimes renferment de superbes caveaux dédiés à la grandeur des empires Mogu d'autrefois. Les Pandashan, cet ordre militaire au service de la défense du peuple pandaren, tiennent leur centre de commandement dans un temple niché entre les cimes. À l'est des montagnes, le temple de Shuen, le tigre blanc, s'accroche aux versants abrupts et surplombe le haut plateau. Les vastes steppes de Tanglong s'étendent sur tout l'ouest de la Pandarie, de l'autre côté de l'échine du serpent. Cette longue muraille édifiée jadis par les seigneurs Mogu. Des arbres immenses, les Kipari, dominent un paysage de plateaux et de collines tranchantes. Tanglong est le pays des Yongol, ces guerriers nomades cousins des taurennes de Kalimdor. Ils sont aussi braves qu'ils sont de redoutables guerriers. Pourtant, eux-mêmes n'osent pas s'aventurer au sud de la steppe, car c'est en ces terres maudites que résident les Mantides. Ces créatures insectoïdes nichent au creux des grands arbres et engendrent d'immenses légions dans le but de restaurer la grandeur de l'Empire Noir. Tous les 100 ans, ils s'éveillent et ensevelissent sous leur nombre le continent de Pandarie. Tous les 100 ans, les peuples du continent s'associent pour les repousser. Mais à chaque défaite, les Mantides se renforcent. Niché sur une île côtière, le temple de New Zhao, le dieu buffle, enseigne la valeur de la force et du courage face à l'adversité, bien utile en ces contrées sauvages et dangereuses. Il nous reste encore une région, en plein cœur de la Pandarie. Le légendaire Val de l'Éternel Printemps fut fermé pendant 10 000 ans. Au même titre que les bassins de Sholazar et que le cratère d'Ungoro, le Val est la source d'une vie abondante. Cœur sacré du continent, sa magie fut aussi la source de sa tragique destinée. Attiré par la puissance, le chef de guerre Garrosh sur l'enfer mena les hostes de la Horde à la conquête de ce Val. Ses ambitions malfaisantes souillèrent les bassins sacrés, et s'il fut vaincu, la flétrissure laissée après son passage marque encore la contrée d'une béante cicatrice. Pendant 100 siècles, la Pandarie resta à l'écart du monde et de ses turpitudes, protégée par des brumes insondables.
Cela suffit à tenir à bonne distance toutes les menaces qui, de l'extérieur, pouvaient venir les branler. La Légion ardente, le fléau mort-vivant, les dieux très anciens, ou le feu des dragons ne troublèrent pas sa quiétude. Mais tous les ennemis n'avaient pas été laissés au dehors lorsque se referma le rempart de brume. Les vestiges de l'antique empire des Mogu étaient source de tracas. Les assauts des Yongols menaçaient les frontières orientales, et tous les siècles, l'éveil des Mantides menait la Pandarie au bord de l'extinction. Ainsi isolés, nul ne pourrait leur venir en aide. Et la pire menace résidait en leur cœur. Lorsque la colère, la peur, l'angoisse et l'orgueil s'emparaient de leur esprit, les habitants de Pandarie donnaient vie à des créatures de cauchemar. Loin de son image de terre paisible, de pays d'abondance, le pays était en réalité sujet de bien des turpitudes. Au cours de notre voyage, nous avons visité les 4 principaux continents d'Azeroth. Mais les eaux agitées de la Grande Mer nous réservent encore bien des secrets. À l'ouest de la Pandarie, l'île isolée de Dorne abrite le royaume de Khazalgar. À l'écart du monde, les terrestres, des nains de pierre au service des machineries des titans, entretiennent la porte qui ouvre les grandes profondeurs d'Azeroth et les 1000 secrets dont il regorge. Plus au nord, de petites îles sauvages émergent des flots tourbillonnants. L'île secrète de Tel Abîm n'est connue que des marins les plus expérimentés et intrépides, ou bien des meilleurs racontards. Un peu plus loin, alors que l'on se rapproche du Maelstrom, l'île volcanique de Kezan est le foyer de la civilisation gobeline. Au pied du mont Kajaro, le port Baifon était un de ces endroits chaotiques, corrompus et crasseux que les gobelins appellent « cités ». Lors du cataclysme de l'an 28, le mont entra en éruption, et, dans sa colère, il engloutit le port dans les flammes. C'est probablement l'un des rares bénéfices que le cataclysme apporta à notre monde. Au nord de la Pandarie, l'île de Zandalar est le reste émergé d'une ancienne chaîne de montagnes de la Kalimdor d'antan. Ces montagnes sacrées pour la civilisation troll sont le royaume du peuple Zandalari. Les Zandalari ne sont pas une tribu troll parmi les autres, non. C'est la plus noble de toutes. Depuis leur cité de palais et de temples, ils contemplent avec un mépris mêlé de compassion leurs frères inférieurs. Ces derniers reconnaissent d'ailleurs la supériorité du peuple Zandalari, qui exerce une sorte de tutelle sur l'ensemble des nations trolls. Pourtant, ne vous y trompez pas, Zandalar est bien loin de sa gloire d'antan. Brisés par la grande fracture, ravagés par le cataclysme, les Zandalari vivent dans le mythe de leur grandeur passée. Lentement, à mesure que ce rêve s'effrite, la société Zandalari s'écroule sur ses propres bases. À quelque distance à l'ouest de Kultiras, l'archipel des îles brisées surgit de l'écume. Un reste affligé par les millénaires de l'antique continent de Kalimdor, lorsqu'il était uni, et du haut empire des Kaldoreilles. En son centre, l'archipel abrite la merveilleuse cité de Suramar, joyau de l'empire des elfes de la nuit. Lorsque l'empire s'effondra, il y a 10 000 ans, la cité parvint à survivre, au prix d'un isolement total du reste du monde. Cloisonnée dans une barrière magique, elle ignorait tout de ce qui se passait en dehors de ses frontières, fût-ce même sur ses propres rivages. Les ruines de ces faubourgs furent livrées aux ravages du temps, habitées seulement de fantômes mélancoliques. Les hautes montagnes en surplomb sont, elles, le foyer des taurennes de Haut-Roc, une tribu fière enorgueillie par ses exploits passés. Car eux aussi, il y a 10 000 ans, luttèrent contre l'invasion de la Légion et participèrent à la victoire des races mortelles contre les démons de l'au-delà du cosmos. Nous achevons notre voyage sur un archipel qui fut, à l'instar de la Pandarie, coupé du monde pendant 10 000 ans. Les légendaires îles aux dragons disparurent des cartes et des mémoires le temps de 100 siècles. Leur nom devint sujet de légende jusqu'à ce que résonne enfin l'appel du foyer. Voici fort peu de temps que l'île a surgi du brouillard. Les grandes familles draconiques purent enfin lever le voile sur le mystère de leurs origines. Mais dans d'obscurs caveaux, dans les tréfonds de ces îles longtemps oubliées, de sombres échos se firent entendre. Des tensions anciennes et reléguées à l'oubli explosèrent au grand jour, menaçant l'unité de la race draconique et l'harmonie d'Azeroth elle-même. Les îles aux dragons ne sont pas un foyer que pour ces nobles et célestes créatures. D'autres peuplaient déjà ces rivages avant le retour des dragons. Centaures et Rohart ont peuplé les vastes plaines et forêts de l'archipel délaissés par ses augustes habitants. Un autre peuple, lui venu de loin au-delà des vagues, trouva aussi en ces îles un nouveau foyer. Les elfes de la nuit, traumatisés par la perte de Teldrassil, fondèrent une nouvelle capitale entre les racines d'Amir-Drasil, loin du mont Ijal et des forêts d'Orneval. Cette nouvelle cité de Bel-Hamet saura peut-être panser leurs plaies et les mener à un nouvel âge de paix et de prospérité. Voici Azeroth, un monde peuplé de peuples et de races innombrables, sur lequel rampent de nombreuses menaces. En son cœur repose une âme-monde dont la grande puissance attire tout ce que le cosmos compte de force primordiale. À n'en pas douter, les héros de ce monde devront affronter d'autres périls, d'autres guerres et d'autres adversaires pour protéger leur foyer. Mais à mesure que les armées mortelles d'Azeroth se renforcent, le monde ne cesse de se découvrir, et nul doute que nous accosterons de nouveaux rivages,
et que les cartes n'auront de cesse de s'étoffer. Déjà, des noms lointains résonnent dans le brouillard, tels qu'Avaloren, une terre lointaine de l'autre côté de l'océan. Après tout, Azeroth renferme encore de nombreux secrets à découvrir. Cette visite était l'occasion de découvrir par les cartes un monde riche de 1000 histoires, façonné par plus de 3 décennies. Si ce voyage vous a plu, alors nous nous recroiserons peut-être bientôt pour aborder plus en détail ces races, ces peuples et ces royaumes qui peuplent les terres d'Azeroth. D'ici là, bon voyage parmi les contrées de l'imaginaire.